Venezuela. Nous assistons à l'effondrement du droit international sous les coups de boutoir de l'unilatéralisme américain et la propagande des organisations humanitaires et des médias occidentaux. Certes, l'inflation a atteint des records au Venezuela, mais pas au niveau annoncé par la presse mainstream. Le taux de 1,3 million de pourcents brandi, un pot fort de café, reflète une réalité, celle de l'effondrement du pouvoir d'achat, augmenté par la propagande de marché. Le seuil de 10 millions de pourcents est bientôt atteint, s'alarme-t-on. La pauvreté est criante, ces mots un journal canadien, craignant qu'à ce train, les riches ne manquent de papier toilette. Mais ne l'oublions pas, le marasme vénézuélien vient en grande partie des sanctions américaines. La décision de l'oncle Sam de faire interdire le commerce avec ce pays a abouti à son affaiblissement progressif. Qui s'en souvient? Loin de se contenter d'attendre que le fruit soit mûr, l'Amérique, qui a certainement tiré les conséquences des embargos antérieurs contre le Cuba de Fidel Castro, l'Irak de Saddam Hussein ou encore le Zimbabwe de Robert Mugabe, a accompagné ces mesures de restriction commerciale par un soutien ouvert à l'opposition démocratique. C'est ainsi la quasi première fois dans l'histoire des relations internationales de voir un opposant président du Parlement s'autoproclamer président de la République et recueillir aussitôt les soutiens de Washington et de Paris. Une cinquantaine de pays reconnaîtraient ce président. Ceux comme le juriste américain Alfred Zaya, qui s'étonne d'une atteinte grave au droit international, sont à peine écoutés. Nous assistons, déclare-t-il, à une rébellion contre le droit international et contre le principe démocratique. Il est incroyable que les États-Unis s'arrogent le droit de dire aux Vénézuéliens qui doit être leur président. Et Alfred Zaya, dernier fonctionnaire de l'ONU en poste à Caracas, de rappeler cette vérité tue par les confrères. Depuis que Hugo Chavez a été élu, il y a eu 25 scrutins nationaux démocratiques ouverts et fiables. Le système électoral vénézuélien est bien supérieur à celui de la plupart des pays, comme le disait Jimmy Carter, dont la fondation a observé plusieurs fois les élections et qui a reconnu le système démocratique vénézuélien en lui affiblant cette phrase devenue célèbre, infime risque de fraude. Pendant ce temps, nous sommes en 2019, le président Nicolás Maduro, réélu en mai 2018 au terme d'un scrutin boycotté par les principaux partis de l'opposition, est mis en demeure par l'Union européenne, l'UE, de réorganiser des présidentielles dans 8 jours. Il s'y est opposé car pourquoi réorganiser des présidentielles contre lesquelles ne pèse pas un soupçon de fraude au-delà des seuils de tolérance généralement admis? Nos confrères de la presse occidentale, tout comme les officines pro-américaines de légitimation des scrutins des pays en développement, la Fondation Carter par exemple, observent d'ailleurs dans ce cas comme dans tous les autres qui touchent à l'hégémonisme du modèle libéral mondialiste, un unilatéralisme éditorial, caisse de résonance de la vision du président américain Donald Trump. Alors que les gouvernements américains et français, sous prétexte d'aide humanitaire et de préoccupations démocratiques, tentent de peser sur le cours de ce pays, il est certainement temps aux pays africains et à l'Union africaine en particulier d'en tirer les leçons et de rappeler ne serait-ce que des positions de principe. L'histoire de l'Afrique la conditionne à appuyer ce pays pour le respect de la volonté populaire. De par ses fabuleuses richesses, le pays de Hugo Chavez n'est pas sans rappeler la République démocratique du Congo, pays qui, dès l'indépendance, s'est retrouvé face à une sécession dans la province du Katanga. Parallélisme des formes pour parallélisme des formes, l'on se rappelle que le président proclamé d'alors
Moïse Tchombe, puis aussitôt reconnu par la Belgique qui pensait s'offrir un accès perpétuel aux richesses du Congo actuel. Hier comme aujourd'hui, c'est sous la bannière de la démocratie qu'intervient l'Occident et ses relais. Pas plus à Kinshasa hier qu'à Caracas aujourd'hui. Il ne s'agit ni plus ni moins que de faire taire toute dissonance et toute critique. Le bolivarisme vénézuélien est certainement comptable des échecs actuels de ce richissime pays. Mais peut-on lui dénier ses courageux et bien évidemment perfectibles programmes sociaux? Sous l'emblématique Chavez, lesquels par 2 fois a échappé à des coups d'État dits démocratiques, le Venezuela a procédé à des politiques de redistribution courageuses de richesses. Son successeur, Maduro, armé des mêmes convictions, le bagou hélas en moins, a du mal à poursuivre l'élan socialiste bolivarien, desservi qu'il est par une conjoncture du baril de pétrole plutôt défavorable et un quasi-blocus américain qui le pousse à se jeter dans les bras des Chinois, qui ont misé 50 milliards de dollars au Venezuela sous forme d'investissement et de prêts et qui de ce fait sont alliés objectifs du régime. Autre pays intéressé par le Venezuela, la Russie, qui a investi 6,5 milliards de dollars dans le pétrole vénézuélien. Pékin ou Moscou accèdent ainsi à des brides au rabais, à des conditions plus favorables que celles proposées par le marché international, mais doivent courir le risque de contentieux en cas de changement brusque du régime. C'est pourquoi, à peine autoproclamé, Juan Guaidó, 35 ans, s'est empressé de rassurer les alliés encombrants. Pékin et Moscou ont tièdement accueilli d'ailleurs ces expressions de bonnes intentions de la part d'un président qui porte une étiquette américaine à peine cachée. L'une des premières décisions de ce jeune député, admirateur de Donald Trump et du Brésilien Bolsonaro, est la prise de contrôle de la filiale américaine de Petroles de Venezuela SA, PDVSA, la compagnie nationale de pétrole nationalisée en 1976. Le pétrole du Venezuela étant lourd, il est raffiné en partie aux États-Unis par Citgo, filiale de Petroles de Venezuela. La compagnie exporte vers les États-Unis près de la moitié de sa production de brut, représentant 75% de son cash flow. Or, le pétrole finance 96% du budget de l'État. Washington a déjà officiellement donné le contrôle des comptes bancaires vénézuéliens sur le territoire américain au chef de file de l'opposition. C'est certain, l'Union européenne devrait emboîter le pas. À partir du 28 avril, les États-Unis comptent également imposer un embargo sur les exportations essentielles de brut vénézuélien vers le marché américain. Caracas estime à ce jour que les dommages causés à l'économie par le blocus américain s'élèvent à 30 milliards de dollars. Nicolás Maduro, soutenu par la Russie, la Turquie, l'Iran et la Chine, accuse Washington de vouloir le renverser pour s'accaparer des réserves pétrolières du pays les plus importantes du monde. Les choses seraient allées mieux si les États-Unis n'avaient pas séquestré environ 10 milliards de dollars qui appartiennent au Venezuela, a déclaré le président Maduro à la BBC, avant de rappeler que cet argent, tout comme l'or d'un montant de 1,2 milliard de dollars gelé par la Banque d'Angleterre, pourrait aider les autorités à acheter de la nourriture et des médicaments pour la population. Voilà un petit peu les enjeux de ce pays, le Venezuela, où la situation s'est aggravée lorsque l'opposant Juan Guaidó, renvoyé le 22 janvier de son poste de président de l'Assemblée nationale sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé dès le lendemain président en exercice du pays, puis a prêté serment publiquement. Donald Trump l'a reconnu aussitôt comme président par intérim. 19 pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, en ont fait de même.
La France l'a également reconnu comme président en charge. 50 pays l'ont reconnu. La Russie, la Chine et plusieurs autres pays ont quant à eux soutenu Nicolás Maduro en tant que président légitime du Venezuela. Le Kremlin a qualifié la décision de certains pays européens d'ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela. L'Afrique, quant à elle, l'Afrique qui nous intéresse, notre Afrique observe une neutralité qui n'honore pas sa longue marche vers la liberté et la récupération, toujours factice d'ailleurs, de ses ressources. Adam Awad, Financial Afrique.